L'œuvre s'ouvre sur une scène apparemment anodine. Le spectacle de la province française dans toute sa mesquinerie glorieuse, avec la ville de Verrières nichée dans ses montagnes, où l'odeur de l'industrie des cloisons se mêle à celle des intrigues de clochers. Ici, tout se mesure à l'aune du profit et de l'apparence. Un règne sans partage de la bourgeoisie affairiste, dont M. de Rênal, avec son mur de soutènement ostentatoire, est le monarque local. C'est dans ce terreau de matérialisme et de vanité que germe la singularité absolue de Julien Sorel. Il ne suffit pas de dire qu'il est différent de son père et de ses frères, brut de force et d'avidité. Il est leur antithèse existentielle. Sa faiblesse physique présumée n'est que la manifestation extérieure d'une vie intérieure, d'une intensité volcanique, nourrie par la lecture et une admiration quasi mystique pour Napoléon. Cette fascination n'est pas un simple rêve de gloire, c'est la croyance en un monde révolu où la valeur individuelle, l'énergie et le courage pouvaient forger un destin en dehors des lignées établies. La Restauration, en refermant cette parenthèse héroïque, a fait de Julien un anachronisme, une âme déplacée dans le temps. Son choix de la soutane, le noir, est donc un acte de trahison envers lui-même, le seul chemin restant pour une ambition que la société canalisait désormais vers les séminaires et les antichambres du pouvoir. Son entrée dans la maison de Rênal est son premier acte de guerre. Chaque geste est prémédité, chaque silence est calculé. Il observe ce microcosme social avec le détachement froid d'un espion en territoire ennemi. Sa sensibilité, qui pourrait être son talon d'Achille, est en réalité son arme la plus acérée. Il lit dans les âmes de M. de Rênal, vaniteux et borné, et de sa femme, tendre et frustrée, avec une clarté déconcertante. La séduction de Madame de Rênal commence comme un devoir tactique, une conquête nécessaire pour affirmer sa supériorité sur la classe qui l'emploie. Il note ses progrès avec la froideur d'un stratège. Mais Stendhal, ce grand cartographe du cœur humain, montre avec une finesse inégalée comment la stratégie se dissout dans la passion authentique. Leur amour naît malgré eux, dans la chaleur étouffante des soirs d'été à Vergy, dans le frôlement des mains, dans le risque partagé. C'est un amour qui est une transgression totale, et donc d'une intensité brûlante. Sa découverte, orchestrée par la jalousie sordide des valets et la médiocrité envieuse de la province, le force à une retraite stratégique. Le séminaire de Besançon n'est pas un refuge, mais une forteresse ennemie, où il doit apprendre un nouvel art de la guerre de l'hypocrisie pieuse. Le séminaire est le ventre mou de la société, le lieu où les âmes se vautrent dans la médiocrité sanctifiée. Ici, la foi est un code, la dévotion une posture. Julien, l'intellectuel passionné, étouffe. Il est haï non pour ses vices, mais pour son intelligence même, qui offense la bêtise organisée. Sa survie dépend de sa capacité à se rendre invisible, à endosser la grisaille de la dévotion la plus plate. La protection de l'abbé Pirard, homme intègre et donc condamné, est une leçon ambivalente. Elle le sauve temporairement tout en lui confirmant que la vertu est une position intenable dans ce système. Son départ pour Paris, comme secrétaire du marquis de La Mole, est une promotion qui ressemble à une évasion. Paris, l'hôtel de La Mole, c'est le cœur du pouvoir, un monde d'un raffinement et d'une froideur inouïe. L'aristocratie qui l'y côtoie ne discute pas des idées, elle échange des politesses, elle ne ressent pas des passions, elle en simule l'apparence. Julien, le provincial, doit réapprendre tout. Il devient un extraordinaire secrétaire, un outil d'une efficacité et d'une discrétion parfaite, gagnant la confiance du marquis par son travail acharné et son intelligence politique. Mais le véritable champ de bataille parisien est la personne de Mathilde de La Mole. Mathilde n'est pas une femme, c'est un concept, une construction d'orgueil et d'ennui. Élevée dans le mépris de son milieu, elle s'idéalise en héroïne d'un roman, cherchant désespérément une passion à la hauteur de son imagination. Julien,
le plébéien au front pâle et à l'âme ardente, est pour elle la provocation ultime, l'occasion d'un destin exceptionnel. Leur relation est un chef-d'œuvre de psychologie perverse. C'est une danse de séduction et de répulsion, un duel où l'amour se confond avec la haine de classe et la jalousie de l'amour-propre. Mathilde est tiraillée entre l'attirance pour cette énergie sauvage et la répulsion que lui inspire sa propre dérogeance. Julien, déconcerté et blessé par ses caprices, applique une stratégie apprise: feindre l'indifférence et courtiser une autre femme. Cette comédie, d'une efficacité cruelle, est pour lui une torture, car son amour pour Mathilde, bien que mêlé de haine, est profondément sincère. Leur relation culmine dans des scènes d'une intensité théâtrale, comme la nuit où Julien, sur une échelle de corde, pénètre dans sa chambre, acte qui est à la fois une conquête chevaleresque et une violation des barrières sociales. La grossesse de Mathilde est le point de bascule. Elle brise la résistance du marquis de La Mole, qui, en dépit de sa fureur et de son dégoût, est contraint de reconnaître la valeur de Julien. Les lettres de noblesse, l'uniforme de lieutenant, la fortune. Le rêve de Julien se matérialise soudain. Dans la scène où il contemple son uniforme bleu, il y a l'extase de l'ambition réalisée, mais aussi une étrange mélancolie, comme si la conquête du Graal en révélait soudain le vide. Il est devenu ce qu'il voulait être, mais cette transformation a exigé l'annihilation de sa sincérité première. C'est à ce moment de triomphe apparent que le passé ressurgit, sous la forme la plus violente et la plus pervertie. La lettre de Madame de Rênal, dictée par la manipulation machiavélique d'un confesseur jésuite, n'est pas une simple dénonciation. C'est un rappel à l'ordre social. Elle rappelle à Julien et au marquis ses origines ineffaçables. Elle réduit sa trajectoire complexe à une simple histoire de séducteur arriviste. La réaction de Julien n'est pas calculée. C'est un éclair de passion pure, un acte de désespoir absolu. Le coup de pistolet dans l'église de Verrières est un parricide symbolique. Il tire sur la femme qu'il aime, sur le souvenir de son premier amour, sur l'image idéalisée de lui-même qu'il avait construite avec elle. La prison est le lieu de la métamorphose finale. Loin du monde, des salons, des intrigues, Julien opère une catharsis. L'ambition qui le brûlait s'éteint, laissant place à une lucidité sereine et désabusée. Ses retrouvailles avec Madame de Rênal, blessée mais pardonnante, sont d'une simplicité et d'une profondeur bouleversante. Leur amour, purifié de toute contingence sociale, renaît dans l'ombre de la mort, atteignant une plénitude qu'il n'avait jamais connue. Le procès n'est plus pour Julien une chance de salut, mais une tribune. Son discours est un acte politique, un réquisitoire cinglant contre une société qui juge non l'acte, mais l'homme, et qui condamne le plébéien audacieux. En refusant de faire appel, il accomplit son dernier et plus grand acte de liberté. Il choisit la mort pour ne pas avoir à vivre dans le monde de l'hypocrisie qu'il a tenté de conquérir. Son exécution n'est pas une punition, mais une libération, l'ultime affirmation d'un moi qui ne peut exister que dans le refus. La fin du roman, avec le rituel macabre et romantique de Mathilde embrassant la tête de son amant, et la mort silencieuse de Madame de Rênal, scelle cette tragédie moderne. Le Rouge et le Noir est bien plus qu'un roman sur l'ambition. C'est une exploration vertigineuse de la construction du moi dans un monde hostile, une démonstration que la quête de la vérité de soi, dans une société du paraître, ne peut mener qu'à la transgression et ultimement à la destruction de celui qui ose la tenter.